Un juge à Washington a fixé la caution d'une femme à 10 millions de dollars après qu'un présumé vol dans un casino s'est transformé en enquête pour homicide. Et la raison apparemment donnée à la police pour expliquer pourquoi l'acte a tourné au drame est absolument stupéfiante. Nous allons parler avec l'avocate Sky Lazaro pour comprendre cette étrange tragédie. Et est-ce que la prévenue a la moindre chance d'échapper à une accusation de meurtre si elle va jusqu'au procès? Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Le LNA Casino Hotel est un vaste complexe de divertissement sur la réserve des Cowlitz à Ridgefield, Washington. C'est près de Vancouver, à Portland. Ils offrent de gros jackpots et invitent des artistes célèbres à y... Mais le 5 octobre, cet hôtel et casino est devenu une scène de crime. La police tribale de Cowlitz a été appelée lorsque le personnel de l'hôtel a trouvé un homme mort dans une chambre au 10e étage. La police l'a pour l'instant seulement identifié comme Arslan. Ils ont dit aux médias que l'homme de 38 ans n'avait qu'un nom sur son permis de conduire de Washington. Voici ce que nous avons obtenu. Un affidavit de 20 pages détaillant les motifs probables. Il précise que la police a interrogé des témoins, examiné des vidéos et obtenu des textos, ce qui a conduit à Raylon Marie Benzie, 34 ans, de Battleground, près de Washington. Et selon les enquêteurs, Benzie a été vu sur les caméras entrant dans la chambre d'hôtel d'Arslan tôt le matin du 4 octobre. C'était la veille de la découverte de son corps. Elle serait restée à l'intérieur 1 heure avant de partir seule, puis serait revenue plus tard avec un autre homme. Ils sont entrés ensemble dans la chambre, ils sont restés moins de 10 minutes, puis sont repartis ensemble. La déclaration de cause probable indique que lors de son premier interrogatoire, Benzie a nié tout lien avec la mort d'Arslan, affirmant « non, non, non ». Il ronflait, putain, il dormait. C'est vraiment bizarre. Ça n'a aucun sens. Il ronflait, putain. Voilà. Benzie aurait dit à la police avoir rencontré Arslan en septembre, où ils auraient convenu qu'Arslan lui donnerait ses gains de casino en échange d'une relation sexuelle. D'accord. Donc cet arrangement... Mais le 4 octobre, Arslan aurait remis à Benzie un bon de casino de 1280 dollars en montant dans sa chambre. Mais d'après ce que Benzie aurait apparemment dit à la police, elle et Arslan n'ont en fait pas eu de relation sexuelle. Quand les agents lui ont demandé si elle regrettait d'avoir gardé l'argent en ne tenant pas sa parole, elle aurait répondu non, car il l'avait manqué de respect. C'est selon l'affidavit. Elle a également dit aux enquêteurs qu'elle avait vu des billets ou de l'argent dans le portefeuille d'Arslan. Lors de la fouille de la chambre d'hôtel, le 5 octobre, selon l'affidavit, son portefeuille était vide. L'affidavit précise « J'ai perquisitionné la chambre d'Arslan à 10h à 31 le 5 octobre 2025 et saisi des preuves, dont du liquide, pris dans des verres auprès du lit. J'ai également vu que le coffre-fort était entrouvert et j'ai aperçu une petite pochette à objet de valeur avec un cordon vert à l'intérieur du coffre. La pochette à objet de valeur était vide. J'ai vu que le portefeuille d'Arslan était également vide. J'ai confirmé qu'Arslan avait reçu 2 clés, mais je n'en ai trouvé qu'une dans la chambre. Je crois que Benzie avait toujours la 2e clé. J'ai aussi constaté qu'aucune preuve de drogue n'était présente dans la chambre. Donc, l'enquêteur qui s'est rendu dans la chambre d'Arslan a noté la façon étrange dont Arslan était positionné sur le lit. Citation « J'ai vu Arslan décédé, allongé sur le dos sur le lit. Ses jambes étaient allongées, croisées aux chevilles. Les bras croisés sur la poitrine, il tenait un téléphone portable. Arslan portait un jean avec ceinture. L'étiquette dans la ceinture avant gauche m'a interpellé car elle dépassait. Cela m'a semblé suspect car la plupart enfilant leur pantalon par le côté, tirent sur l'étiquette puis la laissent dépasser. J'ai aussi vu qu'une jambe de son pantalon restait autour de son talon sans être complètement enfilée, ce qui était aussi suspect. Donc selon l'affidavit, le médecin légiste était d'accord avec l'évaluation des enquêteurs selon laquelle il s'agissait d'un décès suspect. Comment une affaire liée à la prostitution, devenue un vol présumé, s'est-elle soldée par la mort d'Arslan et l'incarcération de Raylon Benzie avec une caution de 10 millions de dollars. Je voudrais inviter l'avocate de la défense, Sky Lazaro. Sky, ravi de te voir et merci pour ta présence. L'un des aspects intéressants de cette affaire, en dehors de sa tristesse et de son côté troublant, c'est que tout cela se déroule dans un lieu très public, n'est-ce pas? Un casino est sûrement l'un des lieux les plus surveillés au monde, avec des caméras partout. Et je pense que d'un point de vue d'enquête, d'un point de vue de procureur, mais aussi, je suis curieux, d'un point de vue de la défense, est-ce que c'est la preuve ultime? S'il voit ce suspect sur la vidéo de surveillance, du point de vue de la défense, cette vidéo est-elle très compromettante? Comment peut-on se défendre face à quelque chose comme ça?
chaque fois que vous avez une vidéo de surveillance, surtout dans un endroit comme un casino. Ils pourront documenter tous ces mouvements dans le casino, y compris dans et hors de l'ascenseur. Vous savez, évidemment pas dans la chambre, mais ils vont pouvoir horodater chaque moment où elle était avec lui pendant toute la soirée et aussi quand elle est retournée. Je pense que ça rend assez difficile de dire soit je n'étais pas là, soit ça s'est passé quand je n'étais pas là. Vous savez, s'ils arrivent à déterminer précisément l'heure du décès, je pense que du point de vue de la défense, ça rend les choses assez difficiles à contester. Il faudra trouver une autre théorie du genre c'était un accident. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. Et écoutez, tout bon avocat de la défense dira à son client « Ne parlez pas à la police sans qu'un avocat soit présent ». Mais mettons ça de côté. Que pensez-vous de certaines des premières déclarations présumées de Benzi à la police? Assez compromettant pour elle. Je pense qu'elle fait des aveux assez accablants. Et s'il est impossible de faire supprimer ces déclarations ou s'il n'y a pas de problème Miranda ou de coercition, certaines d'entre elles seront, je pense, difficiles à contourner. Vous savez, je pense que dans beaucoup de cas, on aimerait tous que nos clients ne parlent pas parce que certaines des pires preuves qu'on ait jamais sont les propres paroles de nos clients et il est vraiment difficile de les empêcher d'être utilisées au tribunal. Oui, je veux dire, et je veux passer en revue davantage de ces preuves. Donc la police mentionne, ils ont pu établir une chronologie plus complète lorsqu'ils ont mis la main dessus. Et nous parlons des choses que l'accusé aurait prétendument dites lorsqu'ils ont mis la main sur les messages textes de Benzi, et ils ont pu parler avec des personnes qui connaissaient de Benzi. Donc vous avez une femme qui, selon les rapports, venait tout juste de la rencontrer, de rencontrer Benzi, et selon l'affidavit, a dit au détective, je cite, la façon dont elle réagissait, je pense qu'elle a fait quelque chose qui a causé la mort de cet homme. La police a aussi identifié l'homme vu entrant dans la chambre d'Arslan avec Benzi, apparemment après la mort d'Arslan. Témoin clé. Selon l'affidavit, il a déclaré « Elle a dit avoir drogué ce type, qu'il avait probablement fait une overdose et allait probablement mourir. » Et un autre homme aurait apparemment dit aux enquêteurs que Benzi avait admis avoir mis du fentanyl dans la boisson d'Arslan et qu'il était inconscient et qu'elle n'arrivait pas à le réveiller. Selon ce témoin, Benzi lui aurait dit qu'elle utilise habituellement du gamma-hydroxybutyrate ou d'autres drogues du viol sur les hommes, mais l'ayant oublié, elle aurait utilisé du fentanyl à la place. Alors Sky, si c'est vrai, ça correspond un peu à certaines des autres preuves que nous voyons ici, en particulier les images de vidéosurveillance. Mais je vais te demander, ce sont potentiellement des déclarations très accablantes qui ont été faites ou auraient été faites par la prévenue. D'un point de vue défense, sont-elles graves? Peut-on empêcher leur présentation au procès pour que le jury ne les entende pas? C'est terrible, je veux dire, le fentanyl tout d'abord est extrêmement létal, même à très petite dose, et donc elle utilise du fentanyl. Toute admission qu'elle utilise quelque chose pour droguer quelqu'un, même si c'est juste pour les voler, est problématique. Je veux dire, elle va déjà là-bas pour soi-disant commettre un crime et ensuite elle lui en donne trop et il finit par mourir. Donc, il y a en quelque sorte deux niveaux d'activité criminelle ici, alors qu'au moins pour un meurtre qualifié, même s'il n'y avait pas d'intention réelle de le tuer au cours de tout cela, n'est-ce pas? Ces déclarations deviennent difficiles à écarter, car ce sont les déclarations de la prévenue. Les déclarations de la prévenue vont presque toujours être présentées lors d'un procès, qu'elles soient orales, des messages textes, vous savez, des emails. Nous nous battons contre cela tout le temps, en essayant de les exclure, en invoquant les règles du oui-dire ou du double oui-dire. Mais au final, la plupart du temps, les déclarations de la prévenue peuvent être utilisées contre elle au tribunal. Et penses-tu qu'un procureur pourrait alors présenter comme preuve, lors d'un procès, si cette déclaration était vraie, tous les autres cas présumés où elle aurait utilisé des drogues, du viol sur des hommes, que cela devienne une affaire où il ne s'agit pas seulement d'Arslan, mais aussi d'autres schémas de comportement? Est-ce que cela ne sera pas pertinent ou trop préjudiciable? Cette déclaration mérite vraiment d'être prise en compte. Que pouvait-elle faire d'autre, soi-disant? Je peux presque garantir que la procureure va chercher à introduire toutes les déclarations ou tout autre incident
de ce que nous appelons des mauvais comportements, qui seraient normalement exclus. Dans certains cas, ces éléments peuvent être admis lors d'un procès pénal, surtout dans une affaire comme celle-ci, si la procureure peut le démontrer. Elle a déjà fait cela auparavant. Elle a un schéma où elle rencontre des hommes, les drogues pour les voler, peu importe ce que c'est. La défense va dire que c'est trop préjudiciable, pas assez similaire, et que les mauvais comportements ne doivent pas être pris en compte. Cela devrait porter uniquement sur ce qui s'est passé ici. Mais quand elle fait une déclaration disant qu'elle l'a déjà fait auparavant, c'était censé être comme toutes les autres fois, sauf que cette fois, ce type s'est retrouvé mort. Oui, je pense que la défense aura du mal à empêcher que ce soit pris en compte. Je pense qu'il y a de fortes chances que cette preuve soit présentée lors de ce procès. Ce qui choque aussi, c'est que si ces allégations sont vraies, elle ne peut pas garder pour elle ce qui s'est passé. Parce que laissez-moi ajouter ceci aussi, la police, elle obtient un mandat de perquisition pour le téléphone portable de Benzi. On sait qu'un téléphone portable, c'est la pièce à conviction la plus cruciale qui existe. Les messages textes exposés dans l'affidavit semblent indiquer, on pourrait dire, une préméditation et une planification, du moins en ce qui concerne le vol présumé. D'accord ? Donc il y a un message qui aurait apparemment été envoyé à un homme nommé Derek, et il disait, je cite, « Mort de rire, je suis mort. Je dois trouver un homme riche à voler mort de rire. Je vais bientôt être expulsé. Et je ne peux pas me permettre ça parce que je n'ai pas de famille chez qui aller, ni de foutue voiture, puisque je viens juste de détruire la nouvelle que je viens d'acheter. Donc, je panique. Tu as des idées, Anzeon ?» Il y avait aussi un message à Shay, où elle évoquait à nouveau droguer quelqu'un et lui prendre son argent. Citation. « Je m'ennuie et j'ai bossé sur ce type. Je parie qu'il a 100 000 sur son compte en banque en ce moment. » Et Shay a répondu. « Et pourquoi il est censé simplement te le donner ?» Ce à quoi Benzi aurait répondu, mort de rire. Non, je vais d'abord le connaître, puis le droguer pour qu'il dorme et je prendrai l'argent. Donc encore une fois, mais pour revenir à la question, il y a une chose à dire. D'accord, qu'est-ce que les témoins disent? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi se souviennent-ils? Sont-ils crédibles? Des messages comme ça? Des avis? Les messages, c'est encore plus difficile. Je veux dire, tu as raison, quand tu parles des témoins, tu sais, évidemment, son équipe de défense va chercher à savoir qui sont ces personnes. Sont-elles crédibles? Ont-elles un passé? Sont-elles en train de comploter avec elle? Font-elles les mêmes choses? Tout ça. Tous ces types d'arguments qu'on peut présenter devant un jury pour essayer de dire « Hey, ils mentent, ils inventent, peu importe. » Quand tu as les mots de l'accusé dans un message texte, où c'est écrit noir sur blanc, que tu peux présenter devant un jury, c'est une preuve assez difficile à contester. Tu peux dire qu'elle plaisantait ou ne le pensait pas. Le fait qu'elle ait expliqué pourquoi elle voulait l'argent, tenter la même chose avec un autre homme et que c'était son plan avant d'agir sont des preuves fortes. Elles seront sûrement retenues, surtout s'il s'agit de ces textos authentifiés. Et je pense qu'un jury va voir cela d'un bon œil pour l'État, pas pour la prévenue. Eh bien, j'ai encore plus pour vous. Il y avait un autre message texte ou une autre conversation texte apparente de Benzi avec un homme qui a été incluse dans cette déclaration de cause probable. Benzi aurait dit avoir besoin de drogue pour endormir Arslan, disant « bonne nuit ». Elle aurait dit vouloir lui donner 200 ml de Valium. Mais vers la mort d'Arslan, les messages de Benzi sont devenus de plus en plus paniqués et frénétiques, avec des textos comme « oh mon Dieu, appelle-moi ». Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Chérie, appelle-moi, je suis en train de paniquer grave. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Tout a mal tourné. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Elle commence alors à envoyer, ou semble envoyer, des messages en majuscules à un autre homme nommé Alfonso. J'ai paniqué et fait une bêtise. Aide-moi à sortir d'ici, s'il te plaît. Et il y a aussi le fait que je pourrais partir pour très très longtemps, et j'ai juste besoin de sortir d'ici. Malgré son agitation et sa peur, la vidéo de surveillance confirme que Benzi était monté dans la chambre. Il était resté quelques minutes, puis, lorsqu'Alfonso a annoncé son arrivée pour la récupérer, elle a répondu. Dans la chambre, en train de chercher de l'argent. Maintenant, Sky, même si elle devait témoigner à son procès, tu sais, si jamais ça va jusqu'au procès, j'ai du mal à voir comment elle pourrait expliquer cela, à part en admettant qu'elle aurait commis une série de crimes. Je suis assez d'accord avec toi. Je crois que c'est sans doute un cas où elle ne peut pas témoigner. Parce que tout ce que tu pourrais empêcher d'être révélé si tu la faisais témoigner risque fort d'être divulgué. Et je ne sais pas s'il y a une bonne explication à cela. Maintenant, je vais dire ceci. Quand on regarde les déclarations de cause probables émises par l'État, c'est toujours
Tu sais, uniquement leurs meilleurs arguments qui y figurent. On ignore s'il y a autre chose dans la découverte qui pourrait lui être favorable ou changer le contexte et des choses dans ce genre. Mais en prenant ce que nous savons à partir de la déclaration de cause probable telle qu'elle a été présentée par l'État, ces messages textes vont être très difficiles à expliquer pour elle et pour son équipe de défense. Cela dit, au fil de la découverte, parfois, les choses s'améliorent, parfois elles empirent. Parlons aussi d'un autre élément de preuve, car d'après les documents du tribunal, les analyses toxicologiques d'Arslan ont révélé la présence de fentanyl dans son corps, et c'était la seule drogue dont ils ont trouvé la trace. Un mandat d'arrêt a été émis contre Banzi pour meurtre au premier degré, homicide par substance contrôlée, empoisonnement d'une boisson, vol au premier degré et vol au deuxième degré. Selon un rapport supplémentaire dans la déclaration de cause probable, Benzi a été arrêté à Vancouver le soir d'Halloween. La police l'a alors lié à une voiture volée quelques semaines plus tôt, entraînant aussi une accusation de possession de véhicules volés. Et le 4 novembre, selon le média KATU, un juge a augmenté la caution de Benzi à 10 millions de dollars. Alors, Sky, est-ce que tu as été surpris par ce montant? Pour être honnête, je suis surprise qu'elle ait une caution, tout simplement. Dans un État comme l'Utah, il n'y aurait même pas de caution, et chaque État a ses propres lois à ce sujet. Je ne suis pas surprise par les 10 millions de dollars. Pour moi, c'est comme si le juge lui donnait un mandat sans caution, tant la somme est élevée, même si elle pouvait la payer avec un agent de caution. Ce montant dépasse probablement largement tout ce qu'elle pourra payer. Mais elle ne cède pas elle-même. Je veux dire, sa situation ne fait qu'empirer, n'est-ce pas? Non seulement on l'accuse d'avoir commis tous ces crimes, mais en plus elle a une voiture volée. Elle est arrêtée dans la voiture volée. Maintenant, elle commet, vous savez, un autre crime dans une autre juridiction. Donc je ne suis pas surprise par ce montant de la caution. Je suis même surprise qu'elle ait une caution. Le vol au premier et au deuxième degré peuvent sembler plus simples au premier abord. Mais est-ce qu'il existe un moyen quand il s'agit de meurtre au premier degré ou d'homicide lié à une substance contrôlée, comme mettre du poison dans une boisson? Je ne sais pas. Y a-t-il des moyens de réduire cela? Y a-t-il des moyens pour elle, disons, de négocier? Voyons d'abord d'un point de vue juridique, du point de vue de la défense. Si elle va au procès, peut-elle convaincre le jury que ces éléments manquent ou sera-ce très difficile? C'est possible. Et je pense qu'en fait, vous savez, pour le meurtre au premier degré, la mens rea, ou l'élément intentionnel que l'État devra prouver pour un meurtre au premier degré, c'est que ce soit fait intentionnellement et en connaissance de cause. Ou qu'elle l'a planifié, je pense que même ses messages et ses communications avec d'autres personnes montrent que oui, elle y est allée avec l'intention de le voler, mais pas avec l'intention de le tuer. Et donc, je pense qu'il y a une façon d'argumenter devant un jury ou auprès de l'État. Je pense que c'est vraiment un cas qu'on essaie de résoudre sans aller au procès. Je ne sais pas si c'est vraiment une affaire que vous voudriez présenter devant un jury, simplement à cause des messages qui existent et à quel point ils sont compromettants. Mais je pense qu'il faut essayer de résoudre cette affaire avec quelque chose de moins grave, quelque chose, vous savez, comme une attitude d'imprudence ou c'était accidentel. Oui, elle avait l'intention de le droguer pour pouvoir le voler, mais elle n'avait pas l'intention de le tuer. Peut-être qu'on pourrait réduire à un homicide involontaire ou quelque chose dans ce genre, où l'on diminue l'intention et on peut abaisser la gravité de quelques degrés, ce qui réduirait probablement la durée de sa détention dans cette affaire. Je vais juste rappeler au Sky, comme tu l'as déjà dit, que, et je ne peux pas confirmer à 100% laquelle de celles-ci serait considérée comme un premier degré. Mais il est dit, selon la loi de l'État de Washington, que le meurtre au premier degré peut recouvrir plusieurs choses différentes. Une personne est coupable de meurtre au premier degré lorsqu'avec l'intention préméditée de causer la mort d'une autre personne, il ou elle cause la mort de cette personne ou d'une tierce personne. Donc tu pourrais avoir raison, il se peut qu'il n'y ait pas d'intention de tuer. Ou dans des circonstances manifestant une indifférence extrême à la vie humaine. Il ou elle adopte un comportement qui crée un risque grave de mort pour toute personne et cause ainsi la mort d'une personne. Cela pourrait être problématique si, par exemple, tu as l'intention de donner une drogue qui est très très dangereuse, du fentanyl, n'est-ce pas, et que quelqu'un en meurt, ou en voici un autre. Il ou elle commet ou tente de commettre le crime de vol, et puis il y en a d'autres qui ne s'appliquent pas vraiment. Et lors de ce crime ou de la fuite immédiate, il ou elle cause la mort d'une personne autre qu'un participant. C'est la règle du meurtre criminel avec les différentes façons de l'inculper. Maintenant, je regarde ça et je me dis que ces options pourraient être limitées.
Tu as raison dans ces cas-là. Tu sais, pour le premier, je pense qu'on peut peut-être faire valoir qu'il n'y avait pas d'intention de tuer. Mais selon les deux autres critères, on parlait d'agir d'une manière qui pourrait causer ou, tu sais, qui causerait la mort. Ou elle leur a donné du fentanyl au lieu du gamma-hydroxybutyrate et on a ça dans un message texte, puis il y a eu le vol. Je pense que l'État a plusieurs moyens d'arriver potentiellement à une accusation de meurtre au premier degré contre elle. Donc, c'est probablement un cas où, si vous êtes la défense, vous essayez simplement de faire autant de travail d'atténuation que possible pour essayer d'obtenir un accord et éviter un procès. Son audience est fixée en janvier. Que peut-on attendre ensuite? Pensez-vous que les procureurs seraient ouverts à une sorte d'accord de plaidoyer ici? Ou bien sont-ils convaincus d'avoir toutes les preuves contre elle? Vous savez, si vous voulez plaider coupable, vous plaidez coupable de tout. Cela va dépendre de plusieurs facteurs et l'un d'eux sera aussi la famille de la victime. Vous savez, jusqu'où veulent-ils aller en termes de procédure préalable au procès ou de procès dans cette affaire? Mais ce n'est pas qu'ils aient le dernier mot sur ce qui se passe, mais je pense que les procureurs travaillent en étroite collaboration avec les familles dans ce genre d'affaires pour connaître leur avis, voir ce qu'elles souhaitent vraiment et recueillir leurs impressions. Si elles demandent simplement de régler l'affaire sans s'impliquer, ils pourraient être plus enclins à proposer un accord. Ils vont avoir une multitude d'accusations à retenir contre elle. Cela va se traduire par une peine de prison importante. Je ne pense pas qu'elle va y échapper dans ce cas. Mais je pense qu'il y a des moyens de résoudre cette affaire si l'État en a la volonté. Tu as raison, il pourrait juste dire que c'est grave. Elle l'a déjà fait, c'est un schéma. Elle a de la chance que personne ne soit mort et nous ne reviendrons pas là-dessus. Quelle affaire? Quelle affaire? Très bien, voyons où cela mène. Merci beaucoup, Scott Lazaro, pour votre temps. Je vous suis reconnaissant. Merci de m'avoir invité. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou ailleurs. Et suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber. À la prochaine.